Croyez-le ou non, je filme ce bilan le 2 janvier. Quand est-ce que je vais le publier par contre? Je gagerai pas là-dessus. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans mon bilan lecture du mois de décembre 2023. Dans mes résolutions de 2024, il y a le fait d'essayer de publier sur YouTube mes bilans lecture du mois. Je sais, c'est pas gagné, mais comme on vient juste de commencer l'année, j'essaie de m'y tenir, j'essaie de toffer au moins 2 jours. Non mais quelle volonté! Je vous avais également dit que j'essaierais de me servir de mes statistiques par mois pour commencer ces vidéos-là, question que les dites statistiques servent à quoi. Donc, décembre 2023, j'ai lu 23 ouvrages, mais ça inclut des albums. Parce que oui, je compte pas les albums dans mon total de l'année, mais je les compte dans mon total par mois. Je suis une femme pleine de contradictions. Donc, si j'enlève les 7 albums, il reste quand même 16 romans et ouvrages et graphiques. Mais surtout des romans quand même. Ouais, 14 romans puis 2 graphiques. C'est pas pire. En décembre, j'ai comme d'habitude lu surtout de la littérature générale avec un peu de science-fiction et de fantasy fantastique. Au niveau de la provenance, comme j'arrivais du Salon du Livre, ce qui explique aussi probablement mon orgie de lecture du mois de décembre, tout me tentait. Il y a quand même beaucoup de Québécois et de Canadiens dans tout ça parce que c'est des choses que j'avais récupérées au salon. On peut également voir que j'ai lu beaucoup de services presse, des choses que j'ai pris au Salon du Livre et quelques achats qui sont aussi des romans que j'ai achetés au Salon du Livre. Si je vais voir les notes que j'ai données, j'ai vraiment eu un excellent mois de décembre parce que les 3/4 de mes lectures ont obtenu de ma part plus de 4 étoiles et ça, 4 étoiles pour moi, ce sont des très bonnes lectures. Donc oui, franchement, super bon mois de lecture, moyenne de 3,98. Réalisez-vous, ça m'arrive pas tant souvent. Puisque je vous ai dit le nombre de pages, 7090 pages. Ça, c'est un peu au-dessus de ma moyenne habituelle, qui tourne plus autour de 6000. Maintenant, on va y aller avec mes avis. Il y a plusieurs de ces romans-là dont j'ai parlé dans mon top, parce que si je vous ai dit que j'avais eu un excellent mois de lecture, ben, il y en a dont je vous ai déjà parlé. Il y en a également qui sont planifiés pour d'autres vidéos qui vont arriver un peu plus tard. Donc ceux-là, je vais les nommer à la fin de la vidéo, mais pour le reste, on va y aller dans l'ordre où je les ai lus. Le premier roman que j'ai lu en décembre, c'est Les Alchimies de Sarah Chiche. J'étais super intéressée par ce roman-là, je vous en avais déjà... D'ailleurs, je vous en... Ok, je pense que j'abandonne. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé. Excusez. Dans ma vidéo où je vous présentais les romans qui m'intéressaient dans la rentrée littéraire des éditeurs français. Pourquoi ça m'avait intéressé? C'est pour Goya. Et ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est également Goya. Parce que j'ai bien aimé, mais c'est quand même loin d'être un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé la plume, j'ai aimé la façon dont ce roman-là a été écrit, mais je suis tellement restée loin des personnages, j'ai tellement eu de la difficulté à m'attacher à ce personnage de médecin légiste. Je trouvais tellement qu'il manquait de lien entre les différentes parties que je suis restée un peu extérieure. En fait, beaucoup. On est en 2022, on a Camille qui, comme je l'ai dit, est médecin légiste. Ça va pas super bien dans les hôpitaux en 2022. Et un jour, elle va recevoir un mystérieux courriel qui va parler du peintre Goya et de son crâne qui aurait disparu au 19e et ça aurait probablement un rapport avec sa famille. Avouez que c'est mystérieux. Moi, j'étais mystérisée. On va donc suivre Camille qui va partir à la rencontre de son interlocutrice qui aurait connu son père et son parrain quand ils étaient étudiants, alors qu'ils étaient prêts à tout, qui étaient passionnés de Goya et qui voulaient, pour la science vraiment, découvrir ce qui est arrivé au fameux crâne. Pour ma part, j'ai l'impression de ne pas connaître Camille, le personnage principal, donc je me fichais un petit peu de ce qui avait pu lui arriver. C'est toute la partie qui parle des problématiques dans un hôpital, qui montre à quel point c'est pas si évident pour une femme mère monoparentale, d'y travailler. Je suis un peu passée à côté, puis j'ai eu l'impression de lire 2 livres complètement différents, soit la partie avec Camille, puis la partie avec son père. Et je dois avouer que j'ai préféré cette partie-là, qui nous amène un peu avec des étudiants en médecine qui veulent la science et qui sont prêts à tout, puis qui essayent des trucs qui ont pas de bon sens, là.
Ils sont fascinés par Goya et ils vont se retrouver dans des situations où, sincèrement, c'était pas si clair que ça, que c'était la bonne chose à faire. Ça parle donc de folie, de passion, d'amitié amoureuse également peut-être. Et on sent que c'est recherché par rapport à Goya. On parle entre autres de certaines esquisses, de certaines estampes aussi. Ça fait un petit bout, je sais plus s'il y en avait juste une ou plusieurs, mais c'est intéressant de lier la santé de Goya et son œuvre, voir qu'est-ce que ça a pu amener. Ça aurait été le fun si ça avait été lié aussi avec le système de santé. Ça, toute cette partie-là, j'ai aimé ça, mais j'ai eu de la misère à voir l'impact que ça pouvait avoir sur Camille, le personnage principal, dont je me fichais un peu. Donc voilà, c'est une lecture en demi-teinte pour moi. C'est une autrice que je vais relire, par exemple, parce que j'ai aimé sa plume. Ensuite, on va passer à Cœur du Sahel de Jaili Amadou Ahmad. C'est un roman que j'avais reçu à sa sortie en 2021. Non, c'est l'année passée, en 2022. De cette autrice-là, j'ai lu et adoré Les Impatientes, donc lire ce roman-là, ça m'a tenté, j'étais dans ce mood-là, et j'ai encore une fois beaucoup aimé, même si je trouve qu'il y a un peu plus d'espoir que dans Les Impatientes, donc ça m'a vraiment plu. Pourquoi je dis même si, en fait, c'est cool qu'il y ait de l'espoir, c'est vraiment cool. Même si je vous le dis, dans ce roman-là, il y a des trigger warnings pour à peu près tout. Ceci dit, j'aime énormément cette autrice, ça nous fait voir des réalités qui sont à l'opposé des nôtres et c'est bien présenté et même si ces réalités-là sont loin des nôtres, elle réussit à nous faire nous reconnaître d'une certaine façon dans ces personnages-là. Les jeunes filles dont il est question, elles ont des rêves, elles ont des envies, elles ont des ambitions, elles veulent s'amuser et ça les rend très très vivantes dans toute leur jeunesse, parfois leur insouciance qui part un petit peu trop vite. Donc, on est dans le cœur du Sahel, c'est-à-dire tout au nord du Cameroun, ça va pas tellement bien parce que l'eau c'est compliqué, on est dans les changements climatiques et en plus de ça, on a Boko Haram qui se balade et qui peut kidnapper des filles. On ajoute à ça le fait que dans les coutumes, ben des fois quand le mari décide de kidnapper une fille, même quand il est pas dans Boko Haram, ben après ça, il est à lui. On va s'entendre, être une femme, même maintenant, à cet endroit-là, c'est pas toujours évident, surtout quand tu viens d'un tout petit village, que t'as rien, et que le but de la vie, c'est de survivre un peu jusqu'au lendemain. On suit donc Faïdé. Faïdé, elle a 15 ans. Elle habite avec sa mère parce que son père, on ne sait trop ce qu'il est advenu de lui. A-t-il suivi Boko Haram? A-t-il été kidnappé? On le sait pas trop. Et elle, la vie de son village, le quotidien de son village, elle n'en peut plus. Ce qu'elle veut, c'est s'en aller en ville, à Maroua, où vont presque toutes les autres jeunes filles du village, parce que quand elles reviennent, elles ont des cadeaux pour leur famille, elles ont plein de trucs. Donc elle, c'est cette vie-là qu'elle veut. Elle voit les autres jeunes filles, puis elle dit, ils ont tellement l'air à avoir du fun. Sa mère lui dit, non, ne va pas là. Elle semble avoir vécu une expérience traumatisante quand elle est allée à son tour parce qu'elle a fait la même chose. Mais la jeune fille, elle va dire, ben, on n'a pas le choix, on n'a plus rien, il faut que j'y aille. Donc, elle va y aller avec 2 autres de ses amis et elle va devenir domestique dans une grande maison de la ville de Maroua pour d'autres personnes noires, mais qui, elles, sont plus riches. On va donc suivre le parcours de Faïdé, on va la voir perdre ses illusions tout en gardant quelques-unes. Elle va voir ce qui arrive à ses amis, elle va comprendre ce qui se passe. Ça va pas toujours bien aller, il y a du mépris, il y a également beaucoup de classisme dans tout ça parce que, ben, si t'es pas une jeune fille riche musulmane de bonne famille, ben, on s'entend, les chances de s'élever dans la vie, elles sont presque nulles. Donc, on va suivre ces 3 histoires-là en parallèle. Il va arriver des trucs horribles qui sont considérés comme normaux et des trucs normaux. Notre jeune Faïdé, elle va tomber amoureuse, je vous dirai pas de qui, mais ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que ça finit avec une note d'espoir quand même. Je vous dirai pas dans quel sens, mais on voit que le monde est en train de changer, qu'il y a des gens qui se rendent compte que ben peut-être qu'il faudrait essayer de traiter les femmes un peu mieux, peut-être que c'est pas parce que c'est dans la coutume que c'est parfait non plus. Il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques pour ça et on espère que ça aille mieux et c'est une autrice que j'aime et que je recommande. Ensuite, un autre roman que j'ai bien aimé, mais sans plus non plus, un roman dont j'ai aimé le thème, mais qui m'a parfois laissé un peu sur ma faim dans l'exécution. Il s'agit de L'École des oiseaux, c'est de Claire Beams, et c'est ici aux presses de la Cité. Moi, c'est l'idée des oiseaux rouges mystérieux, un peu réalistes, magiques, qui m'a fait choisir ce livre-là au Salon du Livre. Ça raconte donc l'histoire de Caroline. Caroline est une jeune femme qui vit au 19e siècle en Nouvelle-Angleterre. C'est une femme qui est instruite parce que son père avait des croyances, c'est-à-dire que les jeunes femmes ont la capacité d'apprendre et devraient être instruites.
Samuel, son père, c'est un visionnaire, c'est un philosophe, et il a décidé d'ouvrir une école pour les filles où on va les éduquer avec les mêmes cours que les garçons. T'sais, on leur apprendra pas juste à broder. Techniquement, c'est une bonne idée. Il va donc ouvrir son école. Il y a des jeunes filles qui vont arriver. Bien entendu, il va y avoir tout plein de détracteurs parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord. Il va commencer son enseignement avec comme professeur lui-même, sa fille et un autre jeune professeur qui était hyper intéressé par les écrits de Samuel. Sauf qu'il y a des choses étranges qui vont commencer à arriver. Il y a des cœurs palpitants qui sont des oiseaux rouges très très rares et qui auraient dû migrer mais qui n'ont pas migré, qui commencent à être aperçus dans la demeure et qui semblent là comme un esprit malfaisant. Et les jeunes filles vont de plus en plus avoir des drôles de comportements. Puis là, on se rappelle, on est au 19e. Il y a plein de choses que j'ai aimées dans le roman. J'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé toute l'imagerie, on est presque dans du réalisme magique. J'ai aussi aimé le personnage principal qui se croit une femme instruite et libérée, mais qui malgré tout vit sous l'emprise de son père. Et ça, cette dualité-là, j'ai vraiment aimé ça, ça m'a plu. Et ça nous rappelle que quand les filles ont pu commencer à être instruites, ben qui décidait ce qu'ils devaient apprendre? Ben c'était encore une fois des hommes. Et on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver à ces jeunes filles-là qui vivent là pour l'instant dans un milieu protégé quand ils vont retourner dans le monde qui ne pensent pas nécessairement comme ça? Donc toute cette partie-là, j'ai aimé ça, c'est chouette. Par contre, les jeunes filles, elles sont interchangeables. On ne peut pas s'attacher à une ni à l'autre. Il y en a une là, qui a l'air d'avoir un petit peu plus d'influence, ça fait un peu Dark Academia, mais malgré tout, le seul personnage que j'ai trouvé intéressant, c'est le personnage principal, c'est Caroline, l'enseignante, parce que les autres, elles étaient toutes pareilles, et ça l'aurait selon moi mérité d'être mieux travaillé. Je pense qu'on aurait pu vraiment faire quelque chose d'intéressant avec tout ça. Puis notre Samuel Hood, le philosophe, il essaie de soigner ces jeunes filles-là. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Comment dire? Typique. Bref, j'ai bien aimé, mais il m'a manqué quelque chose dans le développement des personnages pour que vraiment je puisse dire que c'est une très bonne lecture. On y va maintenant avec de la fantaisie parce que j'ai lu les 2 tomes qui constituent le roman La Voix des Rois de Brandon Sanderson et qui est le premier tome de la série des archives de Rochard. Si j'en parle maintenant, c'est qu'il n'a pas fait partie de mes favoris, même si c'est une très bonne lecture. En fait, on a un très long premier tome qui sert à mettre les bases de l'univers. Il faut aimer ça, parce qu'autrement, le rythme, sincèrement, si on n'aime pas les romans avec un world building qui est très élaboré, et Brandon Sanderson, qui est un auteur que j'aime beaucoup, va très rarement nous faire de l'infodump. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans ce monde-là, on sait pas trop de quoi il s'agit, et les informations nous sont données par bribes. Et il y en a de la construction derrière tout ça, là. Notre univers Rochard, il a une histoire, il a ses légendes, et on va les découvrir petit à petit dans ce tome-là. On va découvrir également comment les gens pensent, leurs préjugés, la façon dont le monde fonctionne. Mais tout ça, ça nous est pas donné tout cuit dans le bec. Bref, dans cet univers-là, les forts, ce sont les Palsiris, c'est-à-dire ceux qui ont les yeux pâles, et les autres, ceux qui ont les yeux foncés, ben eux, ils sont en dessous. Et t'as vraiment un contexte de ségrégation dans tout ça, ils peuvent pas avoir les mêmes jobs, ils peuvent pas avoir les mêmes rangs. Et dans ce premier tome, on va rencontrer 3 personnages principaux, et un principal aussi, mais qu'on voit de façon plus détournée, c'est-à-dire un assassin, celui qui a assassiné le roi Gavilar et qui a fait que Rochard est actuellement aux prises avec une guerre qui est complètement ridicule, avec 10 armées qui se battent contre le même ennemi, mais pas ensemble, et qui ont transformé ça en chasse au trésor. Ouais. Toute la stupidité de l'être humain, bien résumée dans ce roman-là. Donc, premier personnage et celui que moi j'ai préféré, c'est Kaladin. Kaladin est un sombre iris et il est maintenant esclave. Il va être homme de pont. Au départ, on ne connaît pas son histoire, mais dans le premier tome, on va découvrir qui il est, comment il en est arrivé là. C'est un homme brisé, c'est un homme qui ne parvient pas à se pardonner, mais qui a quand même des qualités de leader et qui souhaite survivre, en fait. Pas toujours, mais souvent, il souhaite survivre. Il avait été élevé pour être chirurgien, mais il est devenu soldat, et c'est pour ça qu'il a du talent, lui, se battre à la lance. Aurait-il d'autres talents? Nous allons le découvrir petit à petit.
Autre personnage, on a Davillard. Davillard, c'est un haut prince, c'est le frère du roi qui a été assassiné dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va pas très bien dans sa vie parce qu'il est pas très bien vu à la cour présentement. C'est l'oncle du roi actuel. Le roi actuel semble un peu paranoïaque et il est pogné dans cette guerre stupide-là. Il n'y croit pas tant que ça. Avant, il avait une réputation de guerrier incroyable, mais là, il y a des visions, surtout pendant des tempêtes majeures. Il entend des voix, tout le monde pense qu'il est cinglé. Bref, il n'est pas bon d'être son ami tous les jours. Dans cette partie-là, on est davantage avec les complots de cour. Et finalement, la troisième voie, c'est celle de Shallan. Shallan est une jeune fille dont la famille est désargentée et elle est partie pour être la pupille d'une célèbre chercheuse hérétique. Donc, être hérétique, c'est une mauvaise personne, of course. Elle va rencontrer cette historienne-là qui n'est autre que Jasna Kholin et qui est la sœur du roi. On imagine qu'à un moment donné, ils vont se rencontrer, mais je suis même pas sûre qu'à la fin du premier tour, ils se sont tous rencontrés. En fait, non, je suis sûre qu'ils se sont pas tous rencontrés parce que je suis rendue plus loin. Je suis en train de lire le livre des radieux où il y a plus d'action. Mais quand même, moi, ces 1000 quelques pages-là, je les ai lues avec passion. Ça m'a pris quelques jours seulement. Je les ai lues presque toutes dans le temps des fêtes. J'aime l'univers de Sanderson. J'aime le fait qu'on puisse pas savoir qui il va décider de tuer à un moment donné. Et ici, on a un système de magie basé sur les gemmes et les éclats. Il y a plusieurs espèces de caractères dont les Parshendi contre lesquels ils se battent. Mais j'imagine qu'encore une fois avec Sanderson, ce ne sera pas si clair que ça. Donc, je continue et mon but, c'est de lire les tomes 2 et 3 pendant l'année 2024. Je devrais y arriver. Ensuite, je vais vous parler de Noué de Catherine Voyer-Léger, qui est un roman que j'avais pris au Salon du livre du Saguenay l'année passée. Ouais, il est dédicacé d'ailleurs. On est dans l'autofiction, on est dans un récit hautement intime. C'est très sensible, c'est une histoire de guérison et ça parle de la maternité et du rapport qu'on a également avec le type d'enfant qu'on a été par rapport à ses parents. Il n'y a pas de mot en français. Mais bref, je m'explique. Donc, cette autrice-là, moi, je me retrouve énormément dans sa façon de penser. À toutes les fois qu'elle va poster des réflexions existentielles sur Facebook, même si c'est à des univers de ce que moi je vis, on dirait que I relate, je relate, il n'y a rien à faire. Tu sais, la façon que ces neurones fonctionnent, on dirait que ça me rejoint. En plus, elle écrit super bien, donc c'est certain que j'allais lire cette histoire-là. On est donc avec Catherine à la fin de la trentaine. Elle décide d'adopter en banque mixte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire elle va adopter un enfant de la DPJ, un enfant qui a un vécu. Puis si on en est là, c'est que le vécu, il ne va pas être si simple que ça. Et ça, le fait d'amorcer le premier jour d'une nouvelle vie, ça va l'amener à réfléchir à la maternité, le tout vu sous le prisme de 3 moments clés qui ont fait d'elle ce qu'elle est maintenant. On a donc une très belle plume, un propos qui est songé, mais ce n'est jamais rébarbatif pour autant. On a un propos qui est percutant, qui est hautement personnel, mais qui résonne dans l'universalité quand même, et c'est ça que je trouve fascinant, parce que moi, je ne suis pas mère, mais malgré tout, toutes les choses qu'elle dit, c'est tellement ce que j'aurais dit si j'avais été dans la situation. Et ce que Catherine va réaliser, c'est que ses expériences à elle, la façon dont elle les construite, ça a énormément d'influence sur la façon dont elle considère la relation avec sa fille. Ça nous donne l'occasion de réfléchir sur les inégalités des chances, sur la DPJ en général, mais aussi sur la culpabilité, qui est un sujet qui est très très prégnant dans cette histoire-là et qui, on le réalise, remonte à très très loin dans l'histoire de Catherine. Mais quand elle est avec son adoption, elle se sent presque coupable de ne pas être à la place de sa fille parce qu'elle dit « j'aurais pu me ramasser là moi avec, mais j'ai été un peu mieux entourée ». Culpabilité d'enlever une enfant à sa mère et tout ça, mais ça va la replonger elle dans son vécu, dans ses addictions à elle et dans sa relation avec ses parents. C'est super bien fait, j'ai vraiment aimé ça, c'est très court, ça se lit tout seul et je recommande. Maintenant, je vais vous parler d'un roman qui a été un coup de cœur pour tout le monde. Okay? Tout le monde que je connais, mon amie Mylène, ça a été un coup de cœur. Ma littérature, elle a adoré. Moi, j'ai aimé ça, mais on est tellement loin du coup de cœur que j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi en plus, parce que ça avait tout pour me plaire ce roman-là, et je parle de Tant que fleuriront les citronniers, c'est de Zulfa Katou, et ça raconte l'histoire d'une jeune femme de 18 ans en Syrie. Okay? En Syrie, là, ça va pas bien. La Syrie qu'elle a connue enfant, elle ne la reconnaît plus. Les quartiers sont effondrés, il y a des bombes qui peuvent tomber n'importe quand, il y a des snipers partout. On est en 2011, on a l'armée syrienne libre qui contrôle son quartier et c'est une armée avec laquelle elle est très 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 loyale parce que pour elle, les méchants, ceux qui tuent, c'est le gouvernement. Et ce l'était probablement. Écoutez, je connais rien dans l'histoire de la Syrie, donc c'est un petit peu compliqué pour moi là, de me positionner par rapport à ça. En fait, tout ce que je sais, c'est la destruction de Palmyre puis que le pays est en guerre. C'est gênant.
Des fois, mon inculture me fascine moi-même. Samira voulait être pharmacienne, mais la situation fait qu'elle est devenue chirurgienne de guerre. Oui, à 18 ans, pauvre cocotte. Tout ce qui reste de sa famille, c'est Léla, sa belle-sœur, qui est enceinte. Son père, son frère sont partis manifester, ils ne sont jamais revenus. Sa mère est morte sous les bombes. C'est terrible ce qu'elle est en train de vivre. Elle a promis à son frère qu'elle protégerait Léla, même si ça signifie partir, abandonner cette terre natale-là, qu'elle aime malgré tout, malgré la situation. Donc on va avoir ce conflit-là interne qui va être là tout le long du roman. Surtout quand elle va rencontrer quelqu'un, Kenan, qui est un jeune homme qui veut documenter l'horreur, qui veut donner des visages à l'horreur pour que les gens s'intéressent à l'histoire de la série. C'est quand même le topo. Alors, on m'écoute parler, on regarde tout ça, tu te dis la série t'intéresse, c'est incroyable ce qui se passe là-dedans, comment ça a pu pas être un coup de cœur. Mais en fait, je pense que je me suis tenue à distance parce que c'était trop. Puis en plus de ça, j'avais les attentes là, au plafond, vous pouvez même pas vous imaginer. J'étais certaine que c'était la lecture de ma vie. Puis j'ai pas détesté, là. C'est une bonne lecture. Il y a certains aspects que j'ai adorés. L'aspect psychologique de Samira, tout l'aspect du choc post-traumatique, la façon qu'elle a de dealer avec tout ça, la façon qu'elle a de tenter de survivre, de s'accrocher aux petites choses pour être capable de vivre son quotidien. Ce sont des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'on parle des gens ordinaires, les gens qui, peu importe s'ils étaient politisés ou non, sont pris dans la tourmente. Puis qui pensent la bonne affaire ou pas, là, à un moment donné, quand t'es torturé, ça a plus tant d'importance, ça n'a aucun bon sens ce qui est vécu là-dedans. Et on se rappelle qu'elle a 18 ans. Elle a 18 ans, c'est une enfant. Elle n'a pas eu d'enfance, elle n'a pas eu de jeunesse. Non, elle a eu une enfance, mais pas de jeunesse. Il y a des éléments qui sont déchirants. L'injustice dans tout ça, là, ça fait mal au cœur. J'ai aimé qu'il reste quand même un petit peu d'espoir, même si l'espoir y est loin, loin, loin. On sent aussi tout l'amour qui est porté à la série qui aurait pu être. C'est oui, on voit venir certaines choses. Il y a une révélation que moi, j'avais vraiment vu venir depuis longtemps qui a fait que j'ai été peut-être comme moi. Mais j'imagine que quand tu t'y attendais pas, là, ça devait être quelque chose parce que c'est une scène qui brise le cœur, ça sonne vrai et c'est surtout terriblement, terriblement triste. Là où moi j'ai moins accroché, c'est comme d'habitude l'histoire d'amour, même si je comprends pourquoi elle est là, même si je suis très très consciente que c'est pour montrer que même dans l'horreur, des fois, il y a des choses qui sont belles qui peuvent arriver. Et aussi, c'est pas l'évolution d'une histoire d'amour auquel nous, on est habitués. Et ça, je trouve ça très très chouette de voir représenter différentes manières de se courtiser dépendant d'où on vient. Est-ce que j'ai quoi que ce soit à reprocher à la romance? Absolument rien. C'est un gentil garçon qui la respecte. Ils apprennent à se connaître tranquillement dans une situation qui a pas d'allure. Et je comprends que l'autrice a voulu leur donner des traditions, des inside jokes, mais ça arrive très très vite. Et les références sont quand même souvent répétées. Il y a beaucoup de Miyazaki dans ça. Puis si j'avais pas vu les films, là, je trouverais ça très très lourd parce que ce sont toujours les mêmes références. Par contre, moi comme lectrice, c'était clairement pas la partie qui m'intéressait le plus dans le roman. Même si je comprends pourquoi elle est là. Si on pense à la plume, je dirais que c'est une plume qui est moyenne, elle n'est pas folichonne, mais c'est pas horrible non plus, là. Ça se lit super vite, il n'y a pas tant de recherche, mais c'est pas nécessairement le but de cette histoire-là non plus. Et bien entendu, c'est assez clair que ma lecture a clairement souffert de mon biais culturel, parce que moi, dès qu'il est question de religion, quelque religion que ce soit, j'accroche moins, il n'y a rien à faire, j'ai de la difficulté. Puis c'est pas parce que c'est l'islam, là, ça serait la même chose si ça serait n'importe quelle autre religion, probablement même que je ne l'aurais pas lu. Est-ce que c'est un roman que je recommanderais? Oui, c'est un roman que je recommanderais parce que je suis persuadée qu'il va plaire à 98% des gens. Moi, j'ai des réserves, mais en fait, ce sont des petites choses qui m'ont gossé pendant ma lecture, puis quand j'en parle, je trouve ça a l'air niaiseux, en fait. Mais définitivement, il y a du bon dans le roman. Je pourrais quasiment changer ma note. Parce que, ouais, j'ai aimé ça, en fait. Je suis bizarre, des fois. Maintenant, en décembre, j'ai aussi lu des romans dont je vous ai parlé ailleurs. J'ai lu 22-11-63 de Stephen King. J'ai adoré. Ça parle de voyage dans le temps. J'en parle dans ma vidéo favori. Dans la même vidéo, je vous parle de Vaillante de Chris Bergeron, une petite novella de science-fiction et d'amour. Oui, moi j'ai aimé une histoire d'amour. Je vous parle aussi de Triste Tigre de Neige Sino. Et dans ma vidéo mention spéciale, je vous parle de Tresse de la mer Émeraude de Brandon Sanderson. Finalement, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de Que notre joie demeure de Kevin Lambert ainsi que de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Maintenant, il me reste 2 bandes dessinées dont je vais vous parler dans cette vidéo-là. Les albums, j'ai fait un petit TikTok Reel Instagram que je vais mettre peut-être bien dans la barre d'infos que vous pourrez aller voir parce que j'ai un petit peu la bouche sèche. Je fais 2 vidéos que je tourne une après l'autre puis j'ai un petit peu tannée de parler.
J'ai ici une bande dessinée qui traite de non-maternité. Je pense que j'en aurai pas. Je vous l'ai présentée également dans ma vidéo sur les mentions spéciales. Et l'autre bande dessinée que j'ai lue, c'est une adaptation du Nom de la rose d'Umberto Eco, qui est un roman que j'aime d'amour, et je trouve qu'on a une adaptation très très bien réussie. On est dans un monastère au Moyen-Âge et on a un moine qui va devoir enquêter sur une série de meurtres dans cette abbaye-là. Et la bibliothèque. La bibliothèque! Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Maman, quand t'arrives là, j'arrête de filmer, fait que tu peux parler. D'accord. Tu peux-tu aller? Oui, tu peux y aller. On a des illustrations qui sont très, très détaillées. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est correct? Maman? Es-tu morte? Fausse alerte, elle a juste échappé son iPad. Ouf! Donc, je vous montre quelques autres images. Et ma préférée, celle des enluminures d'un certain moine. Je trouve ça hilarant. Donc, voilà. C'est un premier tome, on n'est pas rendu très très loin dans l'histoire, mais je vais la continuer parce que le style me plaît et je vous l'ai dit que j'aimais le Nom de la rose d'amour. Voilà, je vais continuer. On est donc arrivé au bout de ce bilan lecture qui m'a pris une éternité à tourner. J'étais certaine que ça serait pas long. Non, je me connais bien mal, je parle beaucoup trop et ça veut dire que je vais couper beaucoup trop aussi. Oh mon Dieu! Donc, dites-moi tout. Est-ce qu'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous tentent, des livres que vous avez lus, que vous avez aimés, pas aimés? Et n'hésitez surtout pas si vous avez une opinion différente de la mienne. J'adore discuter de livres. Si vous êtes encore là, vous pouvez mettre un petit emoji sapin de Noël parce que décembre, le mois de Noël, etc. Vous pouvez également liker la vidéo. Il paraît que ça fait une différence. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine.